c'est important de revenir en tant qu'universitaire à des choses factuelles d'un côté, et puis après, comme toutes ces histoires sont très compliquées, nous quitterons le domaine des choses factuelles pour entrer dans des perspectives plus cliniques, plus sociétales, plus spéculatives, mais ça fait partie de, de l'avancement des connaissances. Alors d'abord, des données épidémiologiques. En ce moment, on dit que les jeunes vont plus mal qu'avant, etc., etc. Hein, c'est un lieu commun. Bah ouais, mais sauf que dans les années 90, il y avait 1100 décès par suicide dans la tranche 15-25 ans. Il n'y en a plus que 400. Depuis le début des années 2000, la consommation d'alcool, de tabac et de cannabis chez les jeunes diminue. Et ça n'est pas remplacé par le NO2, par le cannabis de synthèse, par la cocaïne, etc., qui sont des phénomènes finalement assez marginaux par rapport à l'exposition au tabac, à l'alcool et au cannabis qui est systémique. Voilà. Donc c'est difficile de dire que ça va plus mal. Vous voyez. Et alors, ce que je vois systématiquement quand je dis ça, c'est que, un, les gens ne me croient pas. 2, ils sont surpris. 3, ils sont déçus. Ils sont déçus, c'est que quand on dit finalement ça va pas si mal, eh bien en fait, zut, alors on voudrait que ça aille mal, quoi. Eh bien oui, c'est-à-dire qu'il y a... vous voyez, c'est intéressant, c'est que, et on va revenir longuement dessus, alors bien sûr il y a des choses qui vont mal, on va le voir tout de suite, hein, c'est pas si simple que ça, mais enfin, vous voyez, sur un temps moyen, en fait, ça va mieux. Voilà, et les accidents de la route, vous imaginez même pas ce que c'était, je crois que c'était 3000 morts chez les adolescents et jeunes adultes dans les années 90, il n'y en a plus que 400 ou 500. Hein. Donc... alors, néanmoins, oui, effectivement, depuis le milieu des années 2010, il y a une réaugmentation du suicide et des tentatives de suicide, en particulier chez les adolescentes et les jeunes femmes. Et ça s'observe, ce phénomène-là, globalement, s'observe en Europe occidentale. En Amérique du Nord, c'est plus compliqué, la dégradation a eu lieu plus tôt. En Asie du Sud-Est, en Corée du Sud, c'est très compliqué. En ce moment, ça va beaucoup mieux, alors que ça s'est beaucoup dégradé très tôt. Enfin, donc vous voyez, il se passe quelque chose de compliqué en termes épidémiologiques. Voilà. Mais il y a quand même un effet cohorte, c'est-à-dire que autrefois ça allait plus mal, maintenant ça va un peu mieux à la louche, mais avec un décrochage au milieu des années 2010, un effet genre, ça n'est pas la même chose chez les femmes et chez les hommes, et un effet âge, c'est que alors qu'il y a une remontée du suicide et des tentatives de suicide chez les jeunes, chez les moins jeunes, ça continue à s'améliorer. Et le Covid n'a rien changé là-dessus. Le suicide diminue en France, par exemple dans la tranche d'âge 35-55, ça diminue de façon continue, alors que ça réaugmente chez les jeunes, vous voyez. Et puis il y a aussi un effet expression émotionnelle, alors là c'est clair, c'est-à-dire que quand on demande aux gens dans les enquêtes téléphoniques comment vous vous sentez dans votre vie, les gens se sentent pas bien. Donc c'est très, très étrange, c'est que d'un côté ils se suicident beaucoup moins, de l'autre côté ils disent qu'ils se sentent moins bien dans leur vie. Voilà, donc il y a un gros bazar épidémiologique, difficilement compréhensible, et honnêtement pour me pencher dessus quotidiennement, et je vais vous donner, parce que bien sûr la question c'est pourquoi il se passe ça, hein, bien entendu, hein. Tous les journalistes nous demandent mais alors pourquoi, vous allez voir, c'est compliqué, c'est très compliqué. D'abord on n'est pas sûr de ce qui se passe, et puis les pistes qu'il y a sont quand même très compliquées. Alors bien sûr la première idée qui vient c'est les réseaux sociaux, etc. Oui, sûrement que ça joue, mais
Oui, je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourra en discuter après. Oui, bien sûr, les réseaux sociaux sont une explication, mais pas totalement satisfaisante, parce que quand on regarde la chronologie, aux États-Unis, la dégradation a lieu avant les réseaux sociaux. Chez nous, c'est un peu pareil. Euh, et puis en plus, les réseaux sociaux ne font pas forcément ce qu'on dit qu'ils font. Vous voyez, par exemple, on dit l'exposition aux réseaux sociaux diminue les capacités d'empathie des jeunes. Ben, en Europe occidentale, c'est le contraire. Être exposé aux réseaux sociaux améliore des scores d'empathie dans des études épidémiologiques, dont une réalisée aux Pays-Bas en particulier, et c'est complètement compréhensible. C'est que quand vous, sans arrêt toute la journée, vous êtes sur WhatsApp ou Instagram ou TikTok ou ce que vous voulez, vous envoyez des choses à des gens que vous ne voyez pas, et donc vous vous demandez, mais finalement, si j'écris ça, comment l'autre va le comprendre? Parce qu'en fait, tout le monde sait que c'est dangereux, ça c'est l'expression d'un volatile qui se sent malheureux dans sa vie, ou peut-être très heureux. Et donc, être sur les réseaux sociaux, ça stimule ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire de se demander finalement si je dis quelque chose, si je fais quelque chose, comment l'autre va le percevoir. Et donc quand vous faites ça sans arrêt, quand vous faites 200 à 300 échanges par jour, ce qui est banal aujourd'hui, eh ben, vous musclez votre théorie de l'esprit et vous vous entraînez à comprendre ce que les autres vont faire. Alors bien sûr, ça ne marche pas pour tous les jeunes, pour tous les adolescents. Il y en a chez qui ça ne marche pas. Et c'est pour ça que, en fait, le niveau d'exigence en cognition sociale a considérablement augmenté. Donc les capacités ont augmenté, mais le niveau d'exigence a augmenté. Ce qui fait qu'on a beaucoup de jeunes qui se sentent maladroits avec ça et qui vont pas bien. Vous voyez, c'est pas parce qu'en moyenne ça va mieux qu'il n'y a pas plus de jeunes qui vont pas bien. Donc voilà, et puis même on a globalement la personnalité des adolescents et des jeunes adultes, ça se mesure avec un modèle, les Big Five, sur l'ouverture, l'agréabilité, la conscienciosité, le névroticisme, etc. Ben, globalement, dans les décennies, ça s'est amélioré. C'est-à-dire que nos jeunes sont plus sympas que nous. Voilà, et c'est vrai. Et c'est vrai, ça fait longtemps que j'enseigne beaucoup, et mes étudiants aujourd'hui sont bien plus sympas qu'il y a 30 ans. Et il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ils font attention aux uns aux autres, ils font attention à moi, par moment, et je le vois sur leur groupe WhatsApp, où non, pose pas cette question au prof, voilà, on va te répondre, enfin voilà, et c'est très bien. Donc c'est le bazar. Alors, on va essayer de voir finalement comment expliquer ce qui se passe. Alors, je vais partir d'un modèle qui est un modèle intéressant d'un cognitiviste britannique qui s'appelle Carl Friston, qui postule que le cerveau humain est un modèle génératif du monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez ancien comme idée, c'est-à-dire qu'en fait, notre cerveau, c'est-à-dire dans la vie, pour survivre, il faut anticiper. Et pour anticiper, il faut construire un modèle du monde qui nous permet d'anticiper. Alors, il détaille ça beaucoup, mais le principe est assez basique. Alors, bien sûr, le problème, c'est que, en fait, ça, s'il y a des mathématiciens ici, en fait, prédire, c'est pas si simple que ça. Encore faut-il que que le monde soit prédictible. C'est que si ça change sans arrêt, on ne peut pas construire un modèle prédictif. Donc, en fait, notre cerveau fait quelque part l'hypothèse que le monde est stable. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, puisqu'il y a des scientifiques dans l'auditoire, les sciences de la nature, quelque part, postulent ça. En physique, il y a un postulat que les lois de la physique étaient les mêmes au Moyen-Âge qu'aujourd'hui, et elles sont les mêmes sur la Lune qu'ici. Et vous voyez, quand je le dis, c'est juste évident.
Ben, en fait, d'ailleurs, il y a des physiciens qui se posent la question, est-ce que c'est si vrai que ça? Voilà. En tout cas, vous voyez, ça fait partie de nous, quoi. Les lois de la physique, c'est les mêmes, et ça rassure. Ça rassure. C'est-à-dire, ben, comme ça, on peut prédire. Et d'ailleurs, les physiciens, ils prédisent bien. C'est leur job, hein. Enfin, ça fait partie de la magie de leur discipline. Alors, les biologistes, ils prédisent aussi, mais c'est un peu plus compliqué. Mais quand même, vous voyez, la biologie, c'est les sciences du vivant, en principe. Euh, il y a aujourd'hui de l'ADN, des ribosomes, des cellules, vous voyez, et tout ça, il y a des lois, des protéines, des organes, etc. Vous voyez. Et au Moyen Âge, c'était pareil. Il y avait aussi de l'ADN, des ribosomes, des cellules, etc. Au Moyen Âge, les gens aussi avaient un foie, deux reins, deux poumons. Vous voyez, c'est assez stable dans le temps. Et d'ailleurs, pour certains philosophes, c'est inhérent aux sciences de la nature de postuler qu'il y a une invariance des lois. Alors, quand on regarde après au niveau des organismes, c'est-à-dire nous humains, ou le volatile qu'il y a dehors, etc., alors là, c'est encore plus compliqué. Mais il y a quand même des lois. J'aime beaucoup regarder des vidéos animalières, et c'est très frappant de voir que l'obsession des animaux, un, c'est de manger, deux, c'est de ne pas être mangé, et trois, quand tout ça va bien, de se reproduire. Et après, ils dorment, ou voilà quoi. Et vous voyez, et c'est là aussi une espèce de loi. Et alors, quand on regarde ça pour nous, ben en fait, manger. Vous voyez, il y avait de quoi manger. Je suis sûr que vous avez pris votre petit déjeuner ce matin. Comme les hobbits, vous avez pris un deuxième petit déjeuner ici. Donc on mange. Et d'ailleurs, le problème, c'est qu'on mange trop. Et on est quasiment la seule espèce vivante où le problème qu'on a, c'est de trop manger. Après, ne pas être mangé, on n'a plus de prédateurs. Hein. Alors, quand un touriste fait manger par un lion dans la savane, ça fait un gros titre, et puis quand même, il a exagéré, quoi. Enfin, puis tant pis pour lui, hein, il n'avait qu'à pas aller. Alors, on peut aussi, bien sûr, avoir des accidents, avoir des maladies. Mais franchement, il y a des ceintures de sécurité, on a des casques, enfin, vous voyez. Dès que quelqu'un a un petit bobo à cause d'un truc, ça y est, il y a un procès, etc. Enfin, vous voyez, puis les maladies, étant à l'hôpital, je vous garantis il y a des IRM, des scanners, des antibiotiques, des immunothérapies, des biothérapies, enfin, c'est une avalanche de soins, à tel point qu'on vit quasiment à la limite, la plupart d'entre nous, on vit à la limite de l'espérance de vie humaine raisonnable. Donc manger, c'est plus un problème, ne pas être mangé, c'est plus un problème, se reproduire, ça c'est un problème, la reproduction chez les humains, la sexualité, hein, on va y revenir, c'est quand même pas si simple. Hein. C'est pas si simple, d'ailleurs en ce moment dans les médias, hein, on parle que de ça. Hein. On parle que de ça. Alors, ça c'est au niveau de l'organisme, mais après, nous avons une caractéristique très particulière, c'est que nous faisons société. Et alors, notre société est vraiment, par rapport aux autres sociétés d'animaux, les loups, les singes, les herbivores, etc., on est quand même très particulier parce qu'on a ce que les sociologues appellent une division du travail. C'est-à-dire, ici, il y a des professeurs de mathématiques. C'est très étrange. Vous voyez, c'est très étrange. Et oui, si vous voulez, chez les animaux, chez les plantes, etc., il n'y a pas de professeur de mathématiques. Ça n'a aucun sens, vous voyez. Ça n'a aucun sens. Donc, la plupart de nos métiers sont bizarres. Sont bizarres. À tel point qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire, nous avons perdu toute forme d'autonomie. C'est vertigineux. C'est-à-dire, si du jour au lendemain, vous vous retrouvez tout nu, sans chaussures,
en plein milieu d'une forêt dans le Jura, vous imaginez, vous mourrez en quelques jours. Si on peut même pas marcher dans une forêt pieds nus, c'est juste pas possible, quoi. Vous voyez, on a froid, allez manger, même si vous êtes survivaliste, qu'ils ont des arcs et des flèches, mais si vous avez juste vos mains pour manger dans une forêt, c'est pas possible. Voilà, donc on ne peut pas vivre seul, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Et notre façon de vivre en société est extraordinairement sophistiquée, et tout ça parce qu'on parle. Voilà. On a un langage très sophistiqué. Et alors, il y a un truc que j'avais jamais réalisé, c'est qu'en fait, figurez-vous que beaucoup de linguistes se demandent pourquoi on parle, quel est l'intérêt de parler. Alors, ça paraît évident, c'est qu'on communique, on transmet des informations et que grâce à ça, on est plus efficace. Mais en fait, pas du tout. Ça a été largement étudié. Le plus souvent, quand nous parlons, ça n'est pas pour transmettre des informations. Quand on se demande quel temps il va faire, etc., en fait, on n'en a rien à faire du temps qu'il va faire. Ça a été étudié, ça s'appelle le gossip, vous voyez, le bavardage quotidien. En fait, c'est une forme d'épouillage symbolique. On se demande comment on va, c'est pour montrer qu'on fait attention à autrui. Et le truc, c'est que ça n'est pas forcément rentable le langage, parce qu'en fait, on peut tricher en parlant. C'est-à-dire que bien sûr, on transmet des informations, mais on peut transmettre des informations erronées pour tromper l'autre. Alors que les proto-langages des animaux, en fait, ils ne trompent pas. Vous voyez, quand un oiseau, vous savez, il y a des oiseaux qui ont des cris spéciaux quand un félin arrive, etc. Jamais ils ne trichent. C'est automatique. Le félin arrive, il y a le cri félin. Et on ne va pas tricher en disant je vais faire le cri félin, comme ça tous les autres ils vont partir, je vais pouvoir manger toutes les graines, etc. Ça n'existe pas. Il n'y a que chez les primates sophistiqués qu'il y a comme ça une tromperie. Or, en fait, nous trompons sans arrêt. C'est-à-dire, en fait, vous avez remarqué, nous ne disons quasiment jamais ce que nous pensons. En particulier à autrui. Imaginez que vous disiez exactement ce que vous pensez des autres, que vous leur disiez. Hein? Bon. Ça serait... ça poserait problème. Hein? Ça poserait problème. Donc, en fait, nos modalités de communication sont horriblement compliquées. Et pour faire société, c'est horriblement compliqué. C'est-à-dire qu'on communique pour pouvoir être très puissant, pour cette division du travail. Hein. On est ultra spécialisé. Pour pouvoir travailler ensemble, on communique, mais on sait très bien que quand on communique, on ne se dit pas ce qu'on pense. Alors, comment on peut faire société quand même ? Eh bien, parce qu'on a organisé ce qu'on appelle des méta-récits. C'est-à-dire des trucs qui nous obligent quand même de pas trop tricher, que ça fonctionne quand même. Alors, bien sûr, il y a l'écriture et il y a la loi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on parle, mais si j'écris quelque chose, et vous allez me dire, ah ben ouais, mais t'as pas fait ça, tu l'avais écrit. Et ça veut dire ça, vous voyez. Si tu l'as pas fait, eh ben c'est pas bien. Et avant, quand on parlait, c'était... on pouvait dire, ah ben oui, mais j'ai pas dit ça, vous vous oubliez, voilà. Maintenant, c'est écrit, il y a des lois qui sont écrites, et donc ça nous coince. Et puis, on avait des dieux, vous voyez, c'est-à-dire c'est un discours qui dit, en fait, ah oui, vous vous demandez ce qu'il y a après la mort, ce qui est légitime, eh ben il y a ça. Voilà. Et puis, on va y croire tous ensemble, comme ça, hop, ça apaise. Il y a des mythes, il y a des nations. Oui, je suis français, je ne suis pas français, je suis allemand, etc. Donc, je suis comme ça. Si je suis français, j'ai un béret sur la tête, une baguette, je bois du vin rouge, etc. Vous voyez, tout de suite, je suis quelque chose. Ça me structure, quoi, le fait d'être français, le fait d'être catholique, le fait d'être musulman, le fait d'avoir un roi ou un président de la République, oui, clac, ça permet de savoir où on est, et on est tous d'accord là-dessus. Et puis il y a la science quand même. Il y a la science qui dit que la Terre est ronde, qu'il y a des ribosomes, etc., etc.
et que la science dit le vrai. Alors, bien sûr, tout ça fonctionne, mais pas complètement. Pas complètement. Et plus on rentre dans ce qui est humain, justement le fait qu'on ne se dise pas la vérité, eh bien, en fait, ça marche plus. Et là, alors c'est fantastique parce que on le voit aujourd'hui avec notre ministre de la Santé, etc. Nous comme pédopsychiatres, où, alors, vu que c'est le bazar auprès de la santé mentale des jeunes, entre guillemets, c'est le bazar, donc on veut se raccrocher à un discours simple, vous voyez, un discours qui nous structure tous, et il y a l'émergence, vous avez dû entendre parler, hein, des troubles du neurodéveloppement. Donc si un jeune va pas bien, ce pourquoi on est là aujourd'hui, c'est qu'il a un trouble du neurodéveloppement. Donc c'est son cerveau qui déconne, donc on va le prendre en charge avec des professionnels qui vont redresser son cerveau pour que ça fonctionne bien. Vous voyez? C'est comme ça. Bah oui, mais en fait, c'est pas comme ça. C'est plus compliqué. Comme on veut le voir, c'est plus compliqué. Vous pouvez être autiste, hyperactif, anorexique, déprimé, etc. Oui, c'est un peu votre cerveau, mais c'est pas que votre cerveau. C'est pas que votre cerveau. Et alors là, quand on dit ça à un ministre de la Santé, c'est l'électroencéphalogramme plat. C'est-à-dire que on lui dit, mais vous savez, c'est plus compliqué. Non. Non. Parce que c'est pas possible de dire, en fait, vous savez, en fait... Et là, aujourd'hui, il y a une histoire de pédocriminalité. Eh ben oui, c'est pas bien, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'en fait, vous voyez, ce que je vais vous dire va vous choquer, mais tous les humains sont un peu pédophiles. Ah oui. Y compris les mères. Ah ben oui. Parce qu'on a un discours structurant dans la société qui dit que les adultes aiment les enfants. Vous voyez, on aime les enfants. Bah ouais, mais c'est pas complètement vrai. Il suffit de voir, quand vous prenez un long courrier, un vol long courrier, si à côté de vous, il y a quelqu'un qui arrive avec un enfant de 3 mois, vous allez faire la tête. On aime nos enfants, et encore, et ceux des autres, c'est quand même un peu chiant. Mais oui, vous voyez, vous riez, c'est que c'est évident. C'est évident. C'est évident. Bien sûr qu'on veut du mal à nos enfants. Nous, on le voit tous les jours. Tous les parents, à un moment donné, ont voulu balancer leur enfant à travers la fenêtre. Ben oui. Ben, quand vous dormez pas la nuit, quand il hurle, il est malade, etc. Enfin, c'est ultra décrit, c'est ultra connu. Oui, c'est juste vrai. Mais notre discours social, il est les adultes aiment les enfants. Et donc du coup, quand arrive quelque chose dans la société qui dit ah ben non, en fait c'est pas vrai, tout d'un coup c'est une espèce de sidération. Mais non, mais c'est pas possible, c'est un scandale, etc. Ben non, c'est que notre méta-récit colle pas avec la réalité. Voilà. Et ça c'est très difficile à entendre dans une société. Alors, ce qui s'est passé et qui a compliqué les choses, c'est que oui, nous avons construit une société avec des lois, des dieux, des mythes, une nation, la science qui dit, etc. Et puis vous savez qu'à partir de la fin du 19e siècle, et en particulier à partir des années 60-70, ben, il y a eu une critique très forte de ça. Que Dieu, ça se discute, que la science, ça se discute, que les lois, ça se discute aussi, que la nation, ça se discute. Voilà, il y a eu, on appelle ça la postmodernité, c'est-à-dire la fin des méta-récits, finalement, voilà, tout ça, et c'est légitime de critiquer tout ça, c'est juste légitime. Voilà, la science ne dit pas que le vrai. Dans son champ de connaissances, elle dit des choses compatibles avec les expériences. Voilà, mais c'est dans un champ très circonscrit, et puis parfois elle se plante. Et puis c'est pareil pour Dieu, c'est pareil pour tout le reste. Donc il y a eu une critique légitime. Alors la postmodernité. 2, alors il y a eu, et ça c'est décrit, c'est assez évident, il y a eu 2 catalyseurs. Le premier c'est le capitalisme, le second c'est l'informatique. C'est-à-dire que le capitalisme et la révolution industrielle a fait que tout d'un coup, il y a eu un hubris de consommation et de jouissance. Il faut consommer, il faut consommer, il faut produire, il faut consommer, la publicité, enfin, vous voyez, enfin, on vit ça tous les jours. Et on sait que c'est pas bien, mais on consomme quand même.
Amazon et compagnie, on clique et hop, tout arrive, on achète des fringues plus qu'il n'en faut, enfin voilà. Et donc ça, alors il y a eu Danny Robert Dufour, qui est un psychanalyste, qui a montré, qui a vraiment eu une bascule juste avant la Seconde Guerre mondiale avec l'arrivée de la pin-up. C'est très intéressant, j'avais jamais remarqué. Vous savez, avant, c'est un peu l'Angleterre victorienne, il y avait du capitalisme, mais c'était un capitalisme un peu, enfin, à la mode protestant, puisqu'on est dans un environnement un peu strict. D'ailleurs, il paraît que le capitalisme a à voir avec le protestantisme, enfin, c'est ce que disent certains sociologues. Et puis, en fait, il y a quelqu'un qui a une idée pour faire des pubs pour les cigarettes. Derrière, il paraît que c'était un petit-neveu de Freud, il dit, on va prendre des femmes qu'on va mettre en maillot de bain et on va les faire fumer en les filmant. C'est l'arrivée de la pin-up. Alors vous voyez, on est là, on n'est plus du tout dans l'Angleterre victorienne. Et ça a eu un succès colossal, et on a mis des corps de nana à moitié à poil pour vendre des voitures, etc., 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 etc. C'est-à-dire, il y a eu un lâchage libidinal et de jouissance. Vous voyez, il faut être bien, il faut jouir, il faut consommer, enfin vous voyez, c'est une espèce d'orgie de plaisir pour consommer. Et c'est notre société qui s'est structurée comme ça, hein. Elle s'est structurée comme ça. Et pendant ce temps-là, on achète, on produit. Donc plus ça va, plus on travaille beaucoup. Comme ça, on peut acheter. Et comme ça, on jouit. Et enfin, vous voyez, bon, voilà, notre société évolue. Je suis pas anticapitaliste, hein. Je suis pas anticapitaliste. C'est juste une constatation. Et puis, il y a l'Internet. Alors, ben oui, et ce qui s'est passé, c'est que tout à l'heure, je vous disais qu'on communique avec notre langage, mais aujourd'hui, on communique, enfin, c'est vertigineux. On envoie en permanence. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez tous des smartphones et que pendant que je vous parle, vous envoyez des textos, plus ou moins, des trucs, etc. Enfin, vous voyez, et que vos étudiants, ils font ça en cours tout le temps, hein. Et c'est difficile de leur dire qu'ils ont tort, alors qu'on le fait nous-mêmes. Donc on communique à toute vitesse, mais alors d'ailleurs, il est possible que l'on arrive au seuil de ce qui est possible pour un cerveau humain. Et ça, c'était un anthropologue génial qui s'appelle Robin Dunbar. Alors là, je vous conseille, c'est lui qui déjà a montré que les humains parlaient pour ne rien dire, enfin, ils parlaient pour dire qu'ils sont copains. Et il a montré que la taille des communautés possibles chez les mammifères est directement proportionnelle au volume de leur cerveau, et que nous, en fait, en gros, on ne peut pas avoir plus de 150 amis. Parce que ça coûte, vous voyez, ça coûte un effort cognitif d'avoir des amis. Il faut entretenir l'amitié, il faut leur parler, leur demander, leur souhaiter leur anniversaire. Là, j'ai Margot qui a son anniversaire, il faut falloir que je lui réponde, etc. Vous voyez. Et en fait, au-delà de 150, en fait, c'est très difficile. Or, ben, vous savez qu'aujourd'hui, sur Instagram, on a fait plein d'amis virtuels. Il faut entretenir ces amitiés virtuelles, etc., etc., etc. C'est un épouillage digital. On fait comme les singes qui s'épouillent, on s'envoie des trucs sur WhatsApp, etc., pour se dire qu'on s'aime bien, c'est de l'épouillage. Mais alors on essaie de pousser la limite du nombre d'amis, hein, mais c'est épuisant. Ça nous prend quasiment un temps fou dans la journée, parce que cognitivement, même si c'est avec des réseaux sociaux, c'est très compliqué. Et puis, alors, donc ça c'est un premier truc d'Internet, c'est qu'on communique de façon complètement folle, mais en plus, on vit dans un monde qui n'est plus un monde réel. On vit, vous savez, le film Matrix, vous voyez ce que je veux dire, hein, ben en fait, on vit dans la matrice. On vit dans la matrice. Comme je vous disais, la réalité, et on est habillé avec des trucs, enfin, qui sont complètement absurdes. C'est des matières synthétiques, enfin, on mange des trucs bizarres, mais même le beurre, vous voyez, qui sait fabriquer du beurre, enfin, ça a l'air simple, enfin, tout est abstrait, et on vit, je prends l'exemple ultra typique, enfin, ultra caricatural de la sexualité, les gens vont regarder de la pornographie, se masturber, vous savez, aujourd'hui, hein, il y a un comeback de la masturbation. Donc
on regarde de la pornographie, on se masturbe. Vous savez, les jeunes ont, la dernière mode en termes de sexualité, c'est les rapports sans pénétration. Je suis sûr que vous avez entendu parler de ça. Hein. Donc, ok, déjà, avoir de la sexualité, c'est pas forcément cool, mais sans pénétration. Donc, vous voyez, alors que, quand même, d'ailleurs, quand je leur dis ça, je leur dis c'est quand même bizarre. Enfin, en principe, la sexualité, c'est quelque part quelque chose qui a à voir avec un rituel autour de la reproduction. Ça a quand même à voir. Or, pour se reproduire, il faut quand même qu'il y ait un pénis qui rentre dans un vagin. Eh ben non, justement, il ne faut pas le faire. Vous voyez à quel point... Or, la sexualité, encore une fois, chez les humains et chez les animaux, c'est hyper important. Donc on en arrive à déconstruire même ce qui fait le cœur de, quelque part, la reproduction de l'humain. Puisque la sexualité, c'est la pornographie, la masturbation et éventuellement un rapport sexuel sans pénétration. Donc on vit dans un monde qui est complètement en dehors de la réalité. On vit dans une matrice. Et alors, il y a des philosophes qui travaillent dessus et qui montrent bien que c'est qu'on vit dans un monde étrange. Alors, il y en a, alors ça paraît fou ce qu'ils disent, hein. Ça paraît fou. D'ailleurs, ça m'a paru fou. Marcus Gabriel, qui est il paraît un des plus grands philosophes de langue allemande du XXIe siècle, qui est quelqu'un de jeune, brillantissime. Alors, provocateur, il dit il existe une licorne en uniforme de police sur la face cachée de la Lune parce que je le pense. Alors, sur le coup, quand il a dit ça, je me suis dit, c'est n'importe quoi. Pourquoi c'est n'importe quoi? Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un arriver pour un trauma crânien aux urgences de mon hôpital à la suite d'un coup de sabot de licorne. Ça n'existe pas. Alors que des coups de sabot de chevaux, ça existe. Donc on ne peut pas mélanger un truc qui existe avec un truc qui n'existe pas. Eh bien en fait, il a raison. C'est-à-dire que comme nous vivons dans la matrice, eh bien en fait, ce qui n'existe pas a aujourd'hui autant d'importance que ce qui existe. Et c'est pour ça que tout le monde s'étonne de ce que Trump raconte n'importe quoi et que ça marche. Ils disent mais c'est de la post-vérité, c'est absurde, etc. Non, non, il a tout compris intuitivement. Il dit des trucs qui n'existent pas, mais c'est pas un problème. Parce que, en fait, les gens à qui il s'adresse ne vivent pas dans un monde dans un monde réel. Ils vivent dans un monde matriciel. Et alors, il y en a un autre qui pousse. Alors, en termes éthiques, bien sûr, tout ça est ultra compliqué, parce que là-dedans, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal on voit bien que tout ça pose problème écologique, hein, le fait que, comme ça, tout aille plus vite, avec plus, etc., que ça va pas, qu'il y a des injonctions paradoxales, que la sexualité c'est bien mais c'est mal, etc. Enfin, et on voit là un éthicien, Kyle Johansen, alors qui a écrit alors le bien-être animal. Lui, il a écrit un livre Wild Animal Ethics, où il dit que finalement les animaux, sont certains, les prédateurs. Le lion est un animal mauvais quelque part. À l'insu de son plein gré, il est obligé de manger, puisqu'il est carnivore, et donc il milite pour que on fasse des mutes avec CRISPR, vous savez, l'espèce de manipulation génétique. On va faire muter les lions pour qu'ils deviennent véganes, et comme ça, ils ne tueront plus. C'est pas des blagues. Hein. C'est pas des blagues. On va faire muter le lion pour qu'il devienne végane, comme ça, il ne mangera plus d'antilope. Alors, oui, je vois des là, franchement, là, pour moi, c'est trop. Hein. Là, franchement, il délire, quoi, complètement. Il délire complètement. Enfin, alors qu'il faut faire gaffe, hein, parce que ces papiers sont publiés dans des grandes revues de philo, où il y a des discussions, etc., oui, non, etc. Donc ça se respecte, vous savez. Moi, je ne suis pas philosophe. Si il y a des philosophes qui discutent de ça, c'est que ça doit avoir du sens. Mais enfin, là... Autant Marcus Gabriel, je comprends,
Autant Kai Johansen, je ne comprends pas. Alors néanmoins, c'est vrai qu'on voit des trucs bizarres aujourd'hui. Vous savez, il y a un boom de la chirurgie esthétique. On a un personnage sur TikTok qu'on peut modifier à volonté, et du coup, on se fait faire de la chirurgie esthétique pour ressembler à son personnage TikTok. Vous êtes au courant, hein? C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui compte, ce qui est le primat, c'est pas vous, c'est l'image de vous. Et après, la réalité, vous devez ressembler à votre image. On voit que vous vivez dans la matrice. La transsexualité, bah oui, alors je sais bien que c'est un sujet sensible, mais j'ai un pénis, mais ça va pas, quoi. Ça va pas. Ma représentation de moi, c'est pas ça. Alors il y a des cas où c'est vraiment problématique, ça a toujours existé, hein. Mais là, c'est devenu une flambée. C'est-à-dire que non, c'est inacceptable. Donc, il faut que ça change. Vous voyez? Il faut que ça change. Et il y a donc mon épouse qui est dermatologue. Elle a régulièrement des patients qui lui disent, voilà, docteur, j'ai ça au niveau du dos, regardez, et montre le smartphone. Très bien, mais enlevez votre t-shirt, je vais regarder. Non, non, c'est pas la peine. Voilà ce que j'ai. Vous voyez, c'est la réalité de la lésion, c'est l'image de la lésion. Et ça n'est pas la peine de la regarder vraiment. Et donc, bien sûr, tout ça est très compliqué et c'est difficile à vivre. Alors, c'est difficile à vivre, si on revient à notre modèle de Carl Friston, c'est que, en fait, le monde devient imprévisible. C'est-à-dire que le monde est imprévisible. Tout change tellement vite. Et à l'intérieur du fonctionnement du monde, c'est tellement incohérent qu'on n'arrive plus à construire un modèle génératif du monde. Ou du moins, il est flou, il est fragile. Alors, ça a des avantages. Hein. Ça a des avantages, c'est que avant, on avait un modèle génératif du monde qu'on co-construisait avec les méta-récits, c'est-à-dire qu'il y avait les dieux, les lois, etc., etc., etc. Ben ouais, mais si vous n'étiez pas dans le cadre, vous n'aviez pas le choix. Donc si vous étiez homosexuel, si vous étiez différent, etc., etc., vous n'étiez pas dans le méta-récit, et c'était un désastre. Et donc nous avons un monde qui est incohérent, mais comme les choses incohérentes, ça peut s'adapter à plein de situations. Donc on a un monde plus inclusif, c'est une réalité. C'est une réalité. Et il y a des jeunes qui, finalement, et la plupart d'entre eux, arrivent à vivre dans ce monde incohérent et imprévisible. C'est-à-dire qu'ils ont un modèle génératif du monde flou. Fluide. Vous savez, on dit fluide. Ben, ils sont fluides. Donc ils peuvent basculer d'un truc à un autre, etc. Et finalement, la plupart d'entre eux survivent là-dedans et sont pas si mal que ça. Et alors moi plus âgé, bien entendu, je suis complètement perdu là-dedans parce que moi j'ai 64 ans. Bien sûr, mon modèle génératif du monde. Il est constitué, il est solide, il est cristallisé, comme disent les psychologues, et donc je me retrouve plongé dans ce monde qui est incohérent et qui va à toute vitesse, donc je dis que le monde est fou. Voilà. En fait, c'est juste moi qui n'est pas capable de m'adapter au monde tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on dit que les jeunes vont mal. En fait, c'est nous qui allons mal. Nous n'arrivons pas à vivre dans le monde tel qu'il est, alors que les jeunes, la plupart d'entre eux, y arrivent. La plupart d'entre eux. Alors bien sûr, il y en a qui n'y arrivent pas. Alors, là, je vais, après toutes ces spéculations, je veux vous donner quand même deux données épidémiologiques que je trouve très intéressantes et petit à petit, j'arriverai à la conclusion pour que l'on puisse échanger ensemble. La première, c'est que, en fait, figurez-vous qu'il existe aujourd'hui ce qu'on appelle le vulnerability paradox. C'est qu'en fait, plus une société va bien, plus le seuil traumatogène diminue. Et c'est quelque part, c'est un peu normal, si vous voulez. Vous voyez, moins on est confronté
Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être confronté à des choses qui vont pas bien, mais c'est une réalité. C'est un peu la même chose, vous savez que on appelle ça l'hypothèse hygiéniste. On a montré qu'à partir du 19e siècle, avec le fait qu'on se lave les mains, qu'on a des antibiotiques, qu'on a des vaccins, etc., en fait, donc il y a eu une diminution des infections bactériennes et virales, eh ben, il y a eu une augmentation des maladies auto-immunes. C'est assez bien documenté. Eh ben, nous, c'est pareil, si vous voulez, le seuil traumatogène diminue, enfin, on a moins de traumatisme, il y a moins de violence dans notre société. Le nombre d'homicides par habitant a été divisé par 10 en 200 ans. Enfin, ça, c'est une donnée ultra solide. Sur le temps long, les sociétés deviennent beaucoup moins violentes. Beaucoup moins violentes. Hein, sur le temps long. Alors, je vois des visages, c'est difficile à accepter. Hein. C'est difficile à accepter. Mais avant, il y avait plus d'inceste, il y avait plus de violences sexuelles, il y avait plus de violences tout court, il y avait plus d'homicides, il y avait plus de féminicides, il y avait plus de tout. Mais vous voyez, en fait, notre seuil diminue, et c'est bien, c'est bien. On est énervé, on est fâché, parce qu'il se passe des choses pas bien, mais beaucoup plus, beaucoup plus. Premier point. Vulnérabilité, paradoxe. Deuxième point, eh ben, il y a eu une étude épidémiologique qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui s'intéressait aux facteurs de risque type abus sexuel au sens très large sur les tentatives de suicide des jeunes. Eh bien, toute chose égale par ailleurs, avoir eu rien que un unwelcome sexual approach. Unwelcome sexual approach, ça veut dire une avance sexuelle inopportune. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez ce que je veux dire, chez les jeunes, hein, en gros, est-ce que tu veux sortir avec moi ou est-ce que tu veux coucher avec moi, etc. Augmente de 30% le risque de tentative de suicide des jeunes femmes et de 130% des jeunes hommes. Rien que ça. Rien que ça. Et donc en fait, ce qui se passe vraisemblablement, c'est que le modèle génératif du monde devient flou. Ce qui fait qu'en réalité, eh bien, on perçoit mieux le monde comme il est réellement. C'est-à-dire qu'on perçoit mieux le monde tel qu'il est, ben c'est que quand on dit quelque chose, on ne le pense pas. Vous voyez, maintenant, on le sait. Et que les jeunes, eh ben, quand je vous disais que les adultes aiment leurs enfants, ben oui, mais en fait, par moment, non. Et vous savez, ça fait partie de la construction d'un petit être humain. À partir de 1 an, on apprend à parler, hein, et c'est magique. Mais le petit être humain se rend compte très vite que ses parents ne lui disent pas ce qu'ils pensent. Hein, mon chéri, comme tu es beau, etc., etc. En fait, oui, vous voyez, en même temps, on pense le contraire. Ben oui, mais vous avez vu un peu les capacités de compréhension d'un petit être humain qui sont vertigineuses. Hein, c'est vertigineux, comme ils sont extrêmement perspicaces, comme ils sont capables de manipuler des parents avec une maestria qui est fantastique. Hein. Du coup, et là j'en arrive à l'actualité, eh bien en fait, figurez-vous que je vais vous donner un cas clinique. J'ai vu régulièrement, c'était dans un aéroport, où une maman, alors ça aurait pu être le papa, hein, qui change son enfant. Et donc, on le nettoie, on prend des lingettes, etc. Forcément, on touche les organes génitaux pour le nettoyer. Et une fois qu'il est tout propre, tout beau, on l'embrasse, on lui fait des guilis, etc. On l'embrasse sur le ventre et on l'embrasse sur les organes génitaux. Alors, je vous vois bizarre, ben oui. Eh ben, c'est un viol sur mineur, avec circonstances aggravantes incestueuses. Passible de 20 ans de prison. Alors, vous allez me dire, oh non, quand même, c'est pas un viol. Enfin, c'est naïf. Vous voyez, il n'y a pas mal. Eh ben si, il y a mal. Il y a mal, ça n'est pas naïf. Si cette maman ou ce papa embrasse le pénis ou la vulve de son petit qui a 3 mois,
c'est pas gratuit. Voilà. Et ça, eh ben, c'est inaudible. C'est inaudible, sauf que c'est intériorisé à l'intérieur de chacun de nous. Et on commence à en parler. Il y a MeToo, il y a les incestes, il y a Monsieur Pellico, etc. Vous voyez, ce discours sociétal sur le fait que il se passe des trucs gore dans la société, mais ça a toujours existé, sauf qu'avant il y avait un discours qui le cachait, qui disait non, les enfants aiment leurs parents, et vous savez que l'inceste pendant des siècles, eh ben, c'était compliqué de le gérer. Hein. Et donc aujourd'hui, non, on le dit, donc du coup, eh ben, le modèle génératif du monde, il devient ultra compliqué pour les jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, mon modèle génératif sur mes parents, c'est est-ce que mon père, c'est quelqu'un de sécurisant, etc., ou est-ce que c'est quelqu'un comme Monsieur Pellico? Eh bien, on oscille de l'un à l'autre, et voilà, et c'est la réalité, c'est qu'effectivement, mon père ou ma mère ne sont pas aussi cool que on le prétend, ils ont leur côté sombre dans leur relation à moi, c'est la réalité, c'est vrai. Et sauf que cette réalité, elle n'est pas facile à vivre, parce que pendant des siècles, on n'était pas face à la réalité. Et donc, du coup, eh ben, une proposition sexuelle inopportune, eh ben, ça peut déstabiliser quelqu'un complètement parce que la sexualité aujourd'hui, avec MeToo, etc., ben oui, c'est une espèce d'injonction paradoxale où, ben, quand même, je suis une femme et que statistiquement, la plupart des femmes sont hétérosexuelles et que donc j'ai un désir pour un homme, mais je sais que cet homme, en fait, peut être dangereux, il peut être violent et donc du coup, et que ça peut me renvoyer à des choses que j'ai vécues et que j'ai pensées quand j'étais jeune, etc., extrêmement déstabilisantes. Et chez certaines jeunes femmes, eh ben, ça va faire une tentative de suicide. Et donc, j'en arrive à la fin. Alors, je suis sûr que ce que je vous dis vous choque en partie, mais c'est un devoir d'honnêteté intellectuelle. Je ne suis pas là pour vous dire des choses qui ne vous choquent pas. Je suis là pour vous dire à mon âme et conscience ce que j'observe et ce que je pense de la réalité que nous vivons, parce que c'est une condition nécessaire pour progresser. Hein. D'abord, faire un diagnostic, c'est-à-dire savoir le monde dans lequel on est. Et ce monde, ben, il est comme ça, il est compliqué. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous réalisons que nous, humains, nous sommes compliqués, à la fois dans notre psychisme et dans nos interactions les uns avec les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus ces discours structurants qui nous construisaient une pseudo-réalité simple. Alors, que faire en pratique quand on est face à des jeunes? Ben, alors d'abord, il faut qu'on soit clair avec nous-mêmes. C'est-à-dire, il faut se demander, ben, est-ce que ce que je vous dis c'est vrai ou pas vrai? Ben, donc on va en discuter. Donc il faut être honnête avec soi-même, il faut essayer de comprendre ce qui se passe vraiment en profondeur, vous voyez, en profondeur. Et là, vous voyez la réaction qui se passe après ce meurtre de cette jeune adolescente. Enfin, vous voyez, on reste tout à fait à la superficie, on dit, ah ben oui, mais c'est un salaud, ce qui est vrai, le procureur a fait n'importe quoi, peut-être, donc on va corriger tout ça. Bah oui, mais en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que, vous voyez, aujourd'hui, on peut même pas dire, tout à l'heure quand je vous ai dit, tous les êtres humains sont des pédophiles en puissance, ça vous a choqué? Bah ouais, mais c'est vrai, voilà, c'est vrai. Et qu'aujourd'hui, l'image du pédophile, c'est un mec un peu barge qui fait, etc. Après, on se rend compte, ah ouais, mais tous les mecs le sont un peu, mais pas les femmes. Bah si, les femmes aussi, bien sûr. Bah oui. Et ça, c'est un tabou, hein, de dire que les mères ont aussi des réactions incestueuses avec leurs enfants. Vous voyez, c'est un non-dit, c'est impossible de dire une chose comme ça, alors que c'est une évidence. Qu'on ne peut pas dire. Alors, je vous donne, vous ne me croyez pas, mais je vous donne une autre vignette clinique pour vous expliquer comment c'est impossible à dire. Récemment, il y avait un jeune adolescent, hein, qui a un trouble externalisé, un trouble du comportement majeur qui était suivi, etc. Et donc là, le trouble flambe, les flics arrivent et la mère seule avec 3 enfants, etc. Et elle dit, ben ouais, il a pété les plombs. Pourtant, je l'ai masturbé. D'habitude, ça le calme. Et là, les flics regardent et ne disent rien
et continuent à vaquer, vous voyez, alors que c'est une agression sexuelle sur mineur dans un contexte sexuel, 15 ans de prison. Eh bien, il n'y a eu aucune conséquence juridique, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est impensable, vous voyez, c'est juste impensable. Donc, du coup, on ne le pense pas. Et il n'y a que les cliniciens, c'est-à-dire les gens qui sont au contact de ça tous les jours, où nous, on voit, effectivement, on voit des directrices de crèche qui sodomisent des nourrissons avec des carottes. Ben oui, ça existe. Ben oui. Vous voyez? Alors, je ne dis pas ça pour vous choquer, je dis juste ça pour vous montrer que, en fait, le monde dans lequel on vit, il est plus compliqué que ce qu'on veut bien penser. Et que quand on reste à la superficie des choses en disant « ben c'est simple, il y a un pédocriminel, il y a un procureur, etc. » alors on va régler le problème. Non, le problème, il est plus profond que ça. Et aujourd'hui, la société fait que tout ça remonte. Voilà, tout ça remonte parce que il n'y a plus de discours homogène qui nous expliquait comment la vie était en société. Et que nos jeunes, ils vivent là-dedans. Voilà, ils vivent là-dedans, ils sont plus à l'aise que nous là-dedans, et donc il faut qu'on sache les écouter, il faut que l'on accepte que eux, finalement, sont mieux adaptés que nous, la plupart d'entre eux, et que quand il y en a qui vont pas bien, il faut qu'on soit solide pour eux. Donc pour être solide pour eux, il faut qu'on travaille nous-mêmes sur nous. Et donc, l'on en parle ensemble. Amen.